Dans un monde parfait, là où tout le monde est beau et tout le monde est gentil, légèrement faux cul même. Là où tout rentre dans des cases, rien ne dépasse, rien ne déborde. Là où le politiquement correct est le maître mot, où tout le monde fait attention à ce qu'il dit. On ne sait jamais, oh là là. Eh bien là, précisément là, vous ne trouverez pas l'équipe de l'hebdo. Maintenant revenons en arrière. Dans un monde qui est loin d'être parfait, là où tout le monde parle comme dans la vie, alors là, oui, ils sont là. Tout le monde est prêt? Alors, bienvenue chez vous, bienvenue dans l'hebdo sur Radio 2M. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur l'hebdo, comme tous les vendredis de 18 à 19h sur Radio 2M et en images sur nos réseaux sociaux. Les 2 derniers épisodes, c'était cinéma avec 2 émissions spéciales FI FM en direct de Marrakech. Cette semaine, on va changer un peu de cap, on va parler sida et VIH à l'occasion de SIDAction, une campagne de sensibilisation contre le sida qui se tient chaque année tout le long du mois de décembre. On va passer en revue les chiffres, la situation au Maroc. On va parler de la stratégie nationale de lutte contre la maladie avec notre invité venu représenter l'association la plus active en la matière au Maroc. Mais pas que, la team vous a aussi concocté plein de sujets d'actualité, un peu de Mondial 2030, de l'intelligence artificielle à l'école, de l'improvisation théâtrale, mais aussi un prêtre qui se la joue, agent immobilier au paradis. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors on y va. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Bonjour à tous. Salut. Bonjour Salma. Ça va, vous allez bien? Nous sommes très Ouais, contents de ça te va. retrouver, oui. Ça m'avait manqué de vous avoir, on s'en remet pas du froid de cette semaine Ah, quand non, même. ah, Très bien, On le est froid, bien la dans le pluie. studio, là. Non, c'est très Ouais, bien. là ça va. Là, Ça ça manque va. un peu de pluie quand même. Faudrait que ça vienne. Bah ça arrive. Quand même, La semaine il a plu, dernière, Rimel et moi, on était vraiment gelés. Mais gelés à Pardon. Ouais, à Marrakech. Marrakech, Parle de pluie, le froid matinal de Marrakech, il Il est. faut de l'eau, de la Faut de pluie, l'eau. pas du froid, de l'eau, de la pluie. C'est vrai qu'on en a besoin. Ouais. Alors, sans trop perdre de temps, on rentre dans le vif du sujet, vu qu'il y a beaucoup à dire. On va accueillir notre invité de la semaine, Fatem Zahra Al-Hijouji, responsable du département biomédical au sein de l'association de lutte contre le sida. Bonjour madame. L'invité. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous d'être là. Merci à vous de m'avoir invité à votre émission. On va dresser un petit peu les contours de la situation épidémiologique au Maroc avec les chiffres du ministère de la Santé. À fin 2023, le Maroc compte 23 000 personnes séropositives avec 970 nouveaux cas enregistrés cette même année. Et la prévalence de la maladie, elle est très faible, 0,08% de la population générale. Première question, comment on a réussi à en arriver là? Ah, mais il a fallu beaucoup d'efforts. Bien sûr. Ces efforts ont démarré il y a 30 ans maintenant. Oui. Donc, voilà, donc ça fait 3 décennies maintenant qu'on œuvre pour cette lutte contre le VIH. Et donc, il y a le point marquant, c'est ce grand partenariat entre le ministère de la Santé et la société civile. La LCS, l'association de lutte contre le sida, est le principal partenaire de la LCS en matière de lutte contre le VIH. Oui. Et donc, depuis maintenant 30 ans, on n'arrête pas d'innover en matière de services de qualité, mais aussi adaptés aux besoins et aux attentes des populations les plus concernées par le VIH. Donc, vous avez dit que la prévalence est de 0,008% en population générale, mais elle est quand même concentrée. Et quand je dis concentrée, c'est qu'elle atteint 5% dans certaines régions et parmi certaines populations. D'accord. Alors, selon... par rapport Ah là là, vous commencez à énerver là. Est-ce que Allez, vous pouvez à tour détailler de rôle. justement les régions et les populations? Alors, les populations, c'est les travailleurs et travailleuses de sexe, c'est les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, ce sont les usagers de drogue injectables, ce sont les migrants subsahariens et les détenus. Voilà, 5 populations clés au sein desquelles sont opérées près de 70% des nouvelles infections tous les ans. Et pour les régions les plus les touchées? Les régions les plus touchées, donc
avant, il y avait la région Souss-Massa, D'accord. mais aujourd'hui, malheureusement, Casablanca est en tête. Elle a Alors, dépassé justement, la... pardon. On remarque que, selon les chiffres, c'est 76% des cas de VIH qui sont concentrés dans 4 régions Tout du à Maroc. fait. En tête. Casablanca-Stade, Marrakech-Asfi, Souss-Massa et Rabat-Salé-Kénitra. C'est peut-être une question un peu simpliste, mais pourquoi il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres? Plus peuplé, non? Exactement. Plus urbanisée. Et donc, il y a beaucoup d'exodes, beaucoup de partage et d'échanges. C'est des villes où le commerce opère, je veux dire commerce en général, opère en priorité, et c'est ce qui fait que ces villes-là ou ces régions-là sont fréquentées par les plus jeunes. D'accord. Donc et c'est ce qui fait que l'épidémie est beaucoup plus élevée dans ces régions-là. Quelle est la proportion du sida chez nos jeunes? Chez nos jeunes, alors il y a la tranche de 25 à 35, elle est vraiment très très touchée. C'est la plus touchée. Donc c'est les personnes qui sont les plus actives sexuellement. Et comment expliquer, puisque ces personnes-là ont accès à l'information, elles ont accès donc facilement sur Internet, on a une question, on a toutes les réponses. Comment expliquer que cette tranche d'âge soit plus touchée par le VIH? Alors, cette tranche d'âge, quand elle appartient à la population générale, il n'y a pas de problème. Elle a accès à pratiquement tout. Mais maintenant, les populations clés qui sont d'abord stigmatisées dans la société, marginalisées, dans le niveau éducatif n'est pas très élevé, avec un niveau socio-économique bas ou très bas également. Tout ça, c'est des obstacles à l'accès à l'information, d'une part, mais aussi aux services. Il y a une sorte de banalisation aussi de la maladie, parce que peut-être les jeunes, ils ne se sentent pas forcément concernés par ça. Il y a aussi une malinformation. Absolument. Donc les jeunes n'ont pas accès à toute l'information, ou n'ont pas tous l'accès à l'information. Et aujourd'hui, il devient très, très important d'adapter l'information et les services aux jeunes. Ça veut dire aller dans les nouvelles technologies de communication, et puis même dans les services, remonter les besoins et les attentes, continuer à le faire, on le fait toujours, mais continuer à le faire pour toujours adapter cette information et les services à cette population. Alors quand vous dites qu'il y a des régions qui sont beaucoup plus touchées que d'autres, les détenus, etc., les personnes qui s'injectent des drogues, etc. Est-ce que c'est pas une manière aussi de mettre des obstacles et de donner cette impression qu'on peut pas effectivement attraper le sida ailleurs en ayant juste un rapport sexuel dans un cadre complètement normal? Et puis, pardonnez-moi, j'aimerais aussi revenir sur la prévalence. Quand on dit ce 0,08, est-ce qu'il est vraiment adapté? Est-ce qu'il est vraiment conforme à la réalité? Ou est-ce que ce n'est pas un chiffre à multiplier par 2, par 3, par 4 ou 5? Non. C'est un chiffre vraiment réel. Mais ça, c'est ma nature pessimiste qui prend le dessus. Salima, c'est la pessimiste. Mais voilà, comment est-ce qu'on fait pour savoir, comment est-ce que vous pouvez affirmer que 0,8 c'est comme ça et avec une marge d'erreur vraiment très faible? Comment est-ce qu'on peut le savoir? C'est 0,08. D'accord, oui, pardon. Pas de problème. Donc, écoutez, il y a tout un staff de hauts experts qui travaillent sur les statistiques, commençant par le ministère de la Santé, nos partenaires techniques, notamment l'ONU-SIDA, l'OMS, tout ce monde-là travaille sur les statistiques, sur la collecte des données d'abord, et puis après, selon des formules faites pour ça, ils arrivent à déterminer la prévalence dans les pays. Donc la marge d'erreur, elle est vraiment très faible. Très. Vraiment, il y a comment on appelle ça,
Allez-y. La petite fourchette. Oui, la fourchette de confiance, là, vraiment, elle est fiable. Est-ce que le VIH, c'est une maladie qui fait toujours peur? Ah oui. Ah oui. Parce qu'on voit quand même les chiffres, 390 décès au cours de l'année 2023. Donc c'est vrai qu'il y a eu une baisse un peu du nombre de décès. Il y a eu une baisse, mais encore, il y a... Est-ce que ça fait encore peur Aujourd'hui, quand je vous dis qu'une personne sur 5, une personne sur 5 qui a le sida, ou là, le virus du sida, mais elle ne le sait pas. Donc Ça continue fait à peur quand contaminer, même. c'est sur Est-ce ça que- que vous devez agir. Exactement. Mais le terme, c'est est-ce que c'est une maladie qui fait peur ou alors est-ce que c'est une maladie dont on a honte? Les deux. Moi, je pense C'est que c'est les plutôt deux. ça. C'est Parce les que c'est deux. peut-être pour ça que peu de gens veulent aller déjà faire le test et une fois qu'ils ont fait le test, ils doivent être traités. Donc le regard des autres, est-ce que c'est cette chape de la honte qu'on ne doit pas lever avant la chape de la peur? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on peut mourir du sida, mais on peut vivre toute notre vie avec le VIH. Ouais. Donc techniquement, peut-être on doit moins en avoir peur. Parce que les traitements, on n'est pas dans les années 80, où d'ailleurs avec un film qui était mythique, qui était Philadelphia avec Tom Hanks, c'était l'un des Oui. premiers films qui avait marqué, qui avait Fait. mis à la face du monde ce que c'était que véritablement le VIH puis le sida. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus une maladie de la honte qu'une maladie de la peur. Et surtout qu'on Exactement. peut ne pas contaminer d'autres personnes si on suit le traitement. C'est surtout Oui, ça aussi qui est exactement. important. Mais sur la honte, Alors, il y a eu gros beaucoup travail de qui a été fait. notions sorties là, donc je vais vous a essayer noyé, de capter une à une. On va. Parce que Allez-y. c'est un sujet qui touche Donc, vraiment et c'est un sujet qui est ancien. Hein. Et c'est un sujet qui revient aujourd'hui. C'est Non, pas mais quelque chose de sachant nouveau. qu'au début, quand on a commencé à entendre parler du sida, c'était la maladie, comme a dit Rimel, elle faisait vraiment peur. Mais il y a eu un travail d'information et un travail de sensibilisation. Est-ce que cette perception sociale est en train de changer ou est-ce qu'elle est toujours tout aussi Flagrante. stigmatisante pour les personnes qui l'ont? Ok, donc On est très curieux aujourd'hui. par ordre. Donc déjà j'ai entendu que le sida tue. On n'est plus dans cette configuration avec le traitement maintenant et les avancées thérapeutiques. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette configuration. Aujourd'hui, une personne dépistée, et il vaut mieux que ça soit de façon précoce, donc tant qu'elle est encore en Dans le bonne santé. Dans le stade VIH, je pense. Oui, Asymptomatique. stade porteur Oui. de VIH et non pas malade. Cette personne-là, si elle suit son traitement, comme c'est prescrit par le médecin, eh ben d'abord, elle aura une charge virale indétectable parce que le traitement baisse la charge virale du virus jusqu'à ce qu'on ne peut plus le détecter dans le sang. Et une fois cette personne est dans une charge virale indétectable, eh bien, elle ne transmet plus le virus. Donc ça, c'était vraiment le soulagement. Et c'est pour ça qu'on ne dit plus aujourd'hui que le sida tue. Le sida, il suffit de se faire dépister. Et si on est positif, on va prendre son traitement pour vivre vraiment normalement comme une personne qui n'a jamais le sida. C'était la première notion que monsieur a dit. Ensuite, on a évoqué le Après- volet sensibilisation, c'est ça? Ensuite, on a évoqué la sensibilisation. Donc, alors, il y a eu des avancées en matière thérapeutique, mais également en matière d'innovation de services qui sont adaptés. Aujourd'hui, on ne parle plus que du préservatif pour protéger contre le VIH, mais aussi de la PrEP, par exemple. J'aimerais que vous fassiez une pause dessus. Parce que nous allons y revenir. C'est un grand sujet qui mérite qu'on le détaille Exactement. énormément. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est dans une configuration de prévention combinée. Il y a beaucoup d'outils et donc la personne peut combiner en tous ces outils-là de prévention pour pouvoir être protégée contre le VIH. Très bien. On Bien va là. faire une petite pause sur le sida et on va parler foot Ouais. avec la grosse actu de la semaine. poser des questions? Bien sûr, bien sûr, s'il vous plaît. On vous a tellement cuisiné que vous voulez vous venger. Allez-y, avec plaisir. Alors, Toi, Amine. c'est officiel, Amine. Bah oui, c'est officiel et C'est c'est beau. officiel. Ouais, On organise le Mondial 2030. exact. Tu jubiles? Oui. Ça pas se mal. voit. C'est un joli terme, je dis. Et je suis pas Ça le se seul. voit. Il y a rien, ça joue. Y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Amine, c'est à vous là. Hein.
Alors, vous savez, parfois, il y a des petites leçons de vie comme ça, en fait, qui peuvent paraître vaines et un peu anodines, mais qui sont tellement vraies et font vraiment plaisir quand elles sont lieu. Tu sais, parfois, quand on vous dit qu'il faut jamais désespérer, vous connaissez la formule, qu'il faut jamais désespérer, on en a encore eu la preuve en ces milieux de semaine, quand 30 ans, et je dis bien 30 ans après notre première tentative, on a enfin pu entendre et goûter à cette déclaration magique. We can officially confirm that the hosts of the FIFA World Cup 2030 will be Morocco, Portugal and Spain. Mabrouk, félicitations, parabéns, felicidades. Marie, tu me dirais ça quand même. J'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi. Vas-y. Il y a la balance. Tu n'as pas le droit. C'est vrai? Ah non. Ah ouais, non, tu peux, moi. Parce que tu sais pas la faire en fait, c'est pour ça que t'es énervé. Oui. Et j'aimerais donc rappeler que ce doux son de voix, c'est celui de Gianni Infantino, tout puissant président de la FIFA, qui annonce donc, lors d'un congrès réuni en session extraordinaire par visio, que l'Espagne, le Portugal et donc le Maroc, notre Maroc, sont officiellement co-hôtes de la Coupe du Monde de football en 2030. Alors, on savait déjà depuis un bon moment, me direz-vous, et c'est vrai. Mais il n'empêche, se l'entendre dire officiellement et voir le carton brandi avec le nom de ton pays, voir le rêve se manifester et se matérialiser enfin, ça fait toujours quelque chose, une sorte de petit frisson agréable qui te parcourt la colonne vertébrale et donne envie de zrt. Oui, oui. Voilà. Et quand je parle de rêve de toute une nation, en fait, je parle d'une chose et d'un temps que les moins de 30 ans, la plupart d'entre vous ici, ne connaissent pas forcément. Parce qu'il faut savoir en fait que l'organisation d'un événement planétaire à cette envergure, donc la Coupe du Monde, ça fait depuis 1994 qu'on lui court après, sans avoir jamais pu le rattraper, parce qu'il court très vite le bougre. Et on a eu en fait 6 candidatures en 94, 98, 2006, 2010, 2026 et donc 2030 pour enfin accéder au Graal, même si on avait déjà failli le toucher en fait du droit ce Graal en 2010 avant que le Trinidadien donc Jack Werner nous la fasse à l'envers au profit de l'Afrique du Sud. Et ça c'est une autre sale histoire que je vous raconterai un jour autour d'un feu et d'une tisane, mes enfants. Bon, maintenant que l'émotion est passée, les accolades, les bisous, il faut dire quand même que c'est un nouveau processus qui va commencer et le plus dur aussi. Pourquoi ? Parce qu'on a convaincu qu'on pouvait le faire, donc organiser une Coupe du Monde. Désormais, il va falloir vraiment le faire. Donc, il va falloir accueillir une quarantaine de matchs aux standards internationaux dans des terrains aux normes, des millions de visiteurs aussi de tout pays confondus dans des conditions décentes. Il va falloir assurer la logistique, les transports, la sécurité et le divertissement hors match. Et c'est un challenge titanesque, comme on n'en a jamais eu à relever, en fait. Et aussi, le plus dur, c'est qu'il n'est pas forcément le plus visible. Parce que, honnêtement, mettre à niveau les infrastructures, les terrains de foot, les hôtels, les autoroutes, les hôpitaux, les aéroports, en fait, on a déjà commencé, on sait faire, et on a eu la preuve ces 20 dernières années, où le Maroc est constamment un chantier à ciel ouvert, vous avez pu le constater. Parce que le plus dur, finalement, ça sera surtout de changer les mentalités, nos mentalités, à tous. Et pour ça, je vais paraphraser un auditeur de Radio 2M, qui rappelait fort justement que nous avons 5 ans, pas plus, pour upgrader un skill que nous avons perdu au fil des ans, qui est notre civisme. Et il faut bien le dire, on a toujours la preuve, la triste preuve, tous les jours, dans nos rues, à la sortie de nos écoles, dans nos files d'attente. Et la liste serait bien longue à détailler. Et en plus, je n'ai pas le temps pour le faire ici. Et ça, ce n'est pas une question de moyens déployés, mais uniquement de conscience. Je sais, j'ai l'air sérieux comme une crise cardiaque, mais le jeu en faut la chandelle. Sérieux et comme je me le disais sida. quand même que ça serait bien bête, après avoir attendu 30 ans, et gaspiller autant de pognon et d'énergie, de se louper sur ça, le civisme. Parce que je pense qu'avec un peu de travail en nous, on peut le retrouver et organiser une super Coupe du Monde 2030. Voilà. Bravo, Tu as mon raison. cher Amine. Moi, il y a autre chose qui m'interpelle un petit peu dans le Dis-moi. cadre des préparatifs du mondial. Madame Hijouji, avec tous les événements sportifs que le Maroc est en train d'organiser et tous les visiteurs étrangers que le pays va accueillir, est-ce que vous pensez qu'il va falloir adapter notre dispositif de prévention et de sensibilisation au sida et aux maladies, et toutes les maladies sexuellement transmissibles? Je voudrais d'abord dissocier le sida du tourisme. Non, bien sûr. D'accord. Mais c'est quelque chose que beaucoup de pays font Mais avant bien les, sûr, avant c'était les juste grands une événements. petite- Oui. Absolument, c'est juste une petite notion que je voulais dire. Mais sinon, bien sûr, il faut renforcer les efforts en matière d'information et de dispensation de services, c'est clair. Déjà actuellement sur le terrain, quels sont... Allez-y. Si tu me permets, je voudrais juste corriger une information. Alors, quant aux jeunes, donc 45% des nouvelles infections aujourd'hui opèrent
dans la tranche entre 15 et 34 ans. Ah ouais. 1 sur 2, c'est énormissime. 1 sur 2. Ouais. Et entre 15 et 34 C'est des, ans. c'est des enfants. Les 15-18 ans, c'est des ados. C'est des Des enfants. enfants. C'est des ados, c'est des adolescents, et c'est pour ça que nous, depuis des années à la LCS, on plaide pour le dépistage des mineurs. Mais Et- vous savez, dans un pays où la sexualité et la prostitution existent, mais qui reste toujours très tabou, comment promouvoir l'utilisation du très bonne préservatif, question. pas seulement parmi les travailleurs du sexe, mais aussi parmi les personnes lambda? Parce que c'est là, ça existe. Très bonne question. Alors la LCS, comme toutes les autres associations thématiques, nous adoptons l'approche communautaire. Donc c'est des personnes qui sont issues des populations clés, que je vous ai décrit tout à l'heure, qui Oui. travaillent avec nous. Donc on travaille avec et pour les populations clés. Donc comme je disais, les populations clés, on les cible parce que c'est 70% des nouvelles infections. Donc pour accélérer la riposte au VIH, il faut travailler avec ces personnes-là. Et ces personnes-là, bien sûr, c'est grâce à ces qu'on appelle chez nous pères éducateurs, donc militants et pères éducateurs à la LCS, c'est la base communautaire qui va permettre de remonter les besoins, les attentes, les besoins spécifiques de ces populations et des besoins structurels, pas qu'en matière de prévention, mais prévention en matière de barrières structurelles, législatives, administratives, socio-économiques, en fait tous les obstacles structurels. Donc ça nous permet de remonter ces informations-là, d'atteindre les personnes marginalisées et cachées. Le ministère de la Santé ne pourra pas. Et c'est là où c'est très important, où c'est essentiel le travail de la société civile. Et donc, on atteint ces personnes-là. Les pères éducateurs, c'est des personnes qui sont très formées, avec une formation continue à longueur d'année, pour pouvoir communiquer avec ces personnes-là mieux que nous, qui sommes de la population générale. Mais est-ce que votre discours est audible à la population qui sont une population à risque, qui sont jeunes, avec qui il faut parler différemment que les gens âgés, parce que finalement, c'est beau d'avoir des gens qui viennent délivrer un message, ils sont réceptifs. C'est exactement ça l'approche communautaire. Donc, les voix de ces populations-là sont portées par les pères éducateurs. C'est-à-dire c'est des relais communautaires. Et les Donc, leaders quelqu'un de 15 ans qui va communautaires. parler à d'autres personnes de 15 ans. Absolument. Absolument. Et à part ça, c'est les mêmes caractéristiques sociodémographiques. Un père éducateur, c'est celui qui a les mêmes caractéristiques sociodémographiques que la il que vient la du même population. milieu, Avec le même milieu, discours, les mêmes éléments de besoins. les mêmes langage. codes, Le voilà, même le même exact, jargon. c'est surtout le même langage et le même jargon. C'est surtout ça. C'est important. Alors, mais à part ça, quelles sont les difficultés que vous trouvez sur le terrain quand il s'agit de sensibiliser au VIH? On sait que la volonté politique, elle est là, mais est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est un manque de ressources? Est-ce que c'est les tabous culturels et sociaux? Donc, est-ce que c'est tout ça? Alors aujourd'hui, oui, le tabou et la stigmatisation sociale jouent toujours, avec une discrimination carrément. Hein. Donc ça contre un peu les efforts déployés dans cette lutte contre le VIH. Malheureusement, au moment où on enregistre des progrès en matière de lutte, à côté, parallèlement, on a une baisse des financements internationaux, nationaux. Et ça serait vraiment dommage parce que cette baisse peut nuire à tous ces progrès qu'on a enregistrés depuis À tout le 30 ans. travail qui À est tous en les train d'être efforts, tout accompli. le travail qui a été fait, qui continue d'être fait. Très bien, vas-y, C'est Rina. vrai qu'il y a de nouveaux moyens qui existent aujourd'hui pour se faire dépister facilement. Il y a les autotests. Ils permettent d'éviter de se rendre au laboratoire et tout. Mais est-ce que c'est vraiment efficace, les autotests? Oui, c'est un test donc fiable, comme le test rapide qu'on fait chez nous à la LCS ou dans les centres de santé ou dans les autres associations.
Sauf que il y avait... Alors voilà, je vais peut-être commencer autrement. Il a fallu à un moment diversifier l'offre de dépistage. D'accord ? Avant, on était dans le dépistage à l'hôpital. Après, on l'a ramené dans les associations. La LCS a œuvré pour ramener les tests rapides. Donc, au lieu d'attendre le lendemain ou 15 jours pour avoir le résultat, depuis 2003, une personne dépistée peut connaître son statut sérologique après 15 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Après, on est passé du mode dépistage fixe dans les structures des associations, au mode mobile. Donc la LCS a œuvré pour avoir des camions, des unités de dépistage mobile pour aller sur les régions qui ne sont pas desservies par le dépistage, qui sont loin des structures, des locaux, des associations par exemple. Ensuite, et donc tout ça c'est dans l'innovation et dans la diversification pour toucher beaucoup plus de personnes et pour adapter les services à tous les profils de personnes. Après, malgré tout ça, les personnes ne se présentent pas pour le dépistage. C'est là où on a eu l'idée, on a fait des efforts et on a plaidé pour faire rentrer les autotests dans les pharmacies. Voilà. Alors l'autotest, les personnes ne veulent pas venir. Ils veulent, pour ceux qui veulent rester chez eux, Le faire discrètement. Avant l'autotest, on a innové. Allez-y. Juste cette idée, Bien avant sûr. l'autotest, on a lancé le dépistage communautaire. Et donc, on a formé des communautaires eux-mêmes qui ne sont pas médecins. On les a formés avec une formation adaptée pour pouvoir faire le test à leur pair. Et ça a vraiment marché dans les populations, notamment les populations clés et les populations les plus touchées par le VIH. Très bien. Voilà, donc on n'arrête pas. Et ça, c'est en matière de dépistage. Et après, je vous parlerai, si vous voulez, en Bien matière sûr. de prévention. De prévention et puis les traitements et tout ça, mais le temps file très vite quand on passe Oui. un bon moment. Donc, on va chez toi, Salima. Madame Oui. Chejouji, vous êtes team intelligence artificielle ou pas ? Parce qu'ici, on est divisé. Oui. Vous êtes partisane. Oui. Ouais, elle facilite la vie. Oui. Très bien. Nous aussi, sauf Amine. Mais Non. c'est parce qu'il est vieux. Oh, D'ailleurs, vous nous direz peut-être de quelle manière est-ce que l'intelligence artificielle pourrait éventuellement, d'ici 10, 15, 20 ans ou même demain, faciliter un peu tout le travail de la LCS. Bien sûr, c'est possible avec tous les progrès en médecine. C'est aussi ton sujet aujourd'hui, Oui, mais ça concerne un petit peu plus les devoirs. Exactement. Est-ce que c'est la fin de l'enseignement classique ? Imaginez l'école du futur des professeurs robots et à terme des élèves robots. Mais ça, on y reviendra dans un instant. Alors, cette intelligence artificielle nous rend dingue. L'IA générative, je l'appelle. Je vous présente TeachGPT, une intelligence artificielle enseignante déployée pour la première fois dans une grande école parisienne. Je cite l'un d'entre eux, ce qui nous permet d'éviter les cours du matin. C'était assez problématique après les soirées. Calmons-nous quand même. Cet exemple reste assez anecdotique. Ces outils sont là ne sont pas là pour remplacer l'enseignant. Point final. Les études le prouvent. Pour apprendre, on a quand même besoin d'interaction, d'échanges, bref, d'humains, comme lorsqu'on était tout petit et que l'on devait apprendre à communiquer, c'est pareil. Impossible non plus de nier que l'IA peut être au service d'une transformation de la pratique pédagogique. Et ça, nos experts marocains l'ont bien compris. Des spécialistes de l'IA ont appelé le mois dernier, à l'occasion d'une table ronde organisée à Rabat, à intégrer l'intelligence artificielle à notre système éducatif. Ambition affichée, en fait, éviter de faire ce qu'on a fait ces 15 dernières années avec les téléphones portables et les réseaux sociaux, passer à côté de quelque chose et se retrouver à scroller 9 heures comme des zombies. Alors la question n'est plus de savoir s'il faut laisser la place à l'IA dans l'éducation, mais comment ? Parce qu'aujourd'hui, certains professeurs cités par nos confrères de RFI sont quand même bien embêtés. La notion de devoir n'aurait plus aucun sens pour certains jeunes. C'est seulement quand l'IA est vraiment mal utilisée qu'on se rend compte que l'élève y a eu recours. Amine,
Exit ta vieille anti-sèche des années 80. Résoudre une équation mathématique complexe, résumer un livre de 698 pages. La tentation est grande de demander à ChatGPT de faire son travail à sa place. Et regardez-moi cette illustration relayée par un hebdomadaire français. L'enseignante est bluffée devant la copie d'un élève et finit par lui dire qu'au vu de ses prestations orales, elle a du mal à croire qu'il ait pu écrire ça tout seul. Mais il n'y a pas que les jeunes qui sont tentés. Je réponds Demain- quoi à Google, vas-y, je réponds quoi. Voilà, il n'y a pas que les jeunes qui sont tentés. Demain, des corrections de copies automatisées divisées par 10 le temps de correction de chaque copie. C'est l'offre alléchante faite par l'entreprise Compilate aux professeurs de secondaire et du supérieur. Grâce à son logiciel, le professeur se contente d'indiquer quelques consignes de correction et l'IA se charge du reste. Et là, on revient à ce que disaient nos experts marocains. Il est temps aujourd'hui, maintenant, parce que demain ce sera trop tard, de diaboliser cet outil, d'apprendre aussi à nos enfants de faire preuve de civisme, aussi, je parlais de civisme tout à l'heure, mais aussi aux professeurs vis-à-vis de l'IA, apprendre aux élèves à utiliser ces chatbots et de s'assurer dans le même temps qu'ils restent stimulés. Pareil pour les profs, corriger des copies plus vite, pourquoi pas, mais pour gagner du temps et donc travailler mieux auprès des élèves, pas uniquement pour donner des vieilles consignes débiles et complètement réduire à néant le lien parent-prof, prof-élève qui existe, mais aussi parent-prof pendant les devoirs à la maison. Sinon, je vous propose de découvrir la dystopie de l'école de demain en une image, une autre illustration, une bande dessinée. Bon, j'ai fait corriger vos machins par ChatGPT, dit le prof. Tout le monde passe en seconde, sauf l'IA d'Amine. C'est une Ouais. création du diable. C'est Non, une création du absolument diable. pas Pas des rétro-satanas. C'est une création Il du faut diable. arrêter de elle dit. combattre l'IA, il faut juste Non, mais dans travailler les pays avec. où l'intelligence artificielle est vraiment beaucoup utilisée, ça pose vraiment problème. On l'a vu en France, en Espagne, en Suède, aux États-Unis, je sais pas, j'ai pas fait mes recherches, mais il y a vraiment ce lien prof-élève qui est en train de se. C'est délité. Voilà. Je suis d'accord. Et en Je peux parlant reposer de, une question à de, notre de invité ou pas révolution, vas-y, bien sûr. La question. Ouais, Oui, alors, alors l'intelligence artificielle au service de la prévention. Ah oui, mais c'est un grand potentiel en matière de dépistage, traitement et prévention. En matière de dépistage, aujourd'hui, on fait un dépistage rapide, puis après, il faut aller confirmer. Peut-être que dans quelques années ou quelques mois, on aura un dépistage qui confirme du premier coup si on a ou on n'a pas l'infection. En matière de traitement, jusqu'à aujourd'hui, après 30 ans d'efforts, ou plus de 30 ans d'efforts, on n'arrive pas encore à trouver un vaccin, malgré toute la recherche et tous les efforts qui sont faits Mais par dans contre, ce vous nous avez domaine. parlé d'un médicament qui a été révolutionnaire, Oui. le PrEP. Je vas-y, vais en justement. parler, mais là, moi, avec l'IA, je tape beaucoup plus fort et on souhaiterait avoir Éradiquer. carrément un vaccin pour, Bien sûr. pour Pour ça y est, prévenir. éradiquer et prévenir. Et en matière de prévention, peut-être continuer sur l'innovation. Aujourd'hui, on est dans la PrEP et continuer dans l'innovation Alors pour dites-nous un sortir petit peu un plus autre outil. sur la non, juste PrEP. rapidement, je vous parlais aujourd'hui de tests qui sont beaucoup plus fiables, beaucoup plus rapides surtout. Ce sont, pour expliquer aux gens, éminemment des tests sanguins. Pour l'instant, nous n'avons que des tests sanguins. L'autotest, Parce qu'on C'est pas un test. alors sanguin. l'autotest, il y a deux. On n'a pas parlé. Les oui. tests rapides, oui, ils sont sanguins. Ok. Les autotests, il y a la forme. Autotest sanguin et autotest salivaire. Et ça marche, ça aussi. Et ça marche, C'est c'est quoi le fiable. prix exactement pour l'autotest? Et ben, au Maroc, c'est 210 dirhams, Ouais, c'est d'accord. aux alentours de 210 dirhams, mais on est en train de plaider pour baisser ce prix-là. Alors, et les médicaments contre le sida, chez nous, est-ce qu'ils sont accessibles? Est-ce qu'ils sont chers? Pas chers? Est-ce qu'il y a des disparités régionales? Alors, les médicaments, le traitement, c'est les ARV, les antirétroviraux, Oui. qui ne sont disponibles que dans les secteurs publics. C'est dispensé par le ministère de la Santé. Donc, on ne trouve pas ces médicaments dans les officines. C'est juste dans les centres référents du VIH. Donc, c'est gratuit pour tout le monde, tous les Marocains et même tous les résidents étrangers au Maroc. C'est déjà très Donc bien. ça, c'est vraiment... il faut dire que le traitement a été un peu trop cher avant, il y a 30 ans, là. Et on a réussi, avec beaucoup d'efforts d'ALCS, avec ses partenaires nationaux et internationaux, à baisser le prix. Aujourd'hui, on n'est même pas à 200 dirhams par mois la personne Qui est pris en charge par l'État. qui est prise en charge par l'État. C'est énorme. C'est top. C'est énorme. C'est top de chez top. Avant, on parlait de 15 000 ou plus de 15 000 dirhams le mois. Donc, vous voyez un peu la On vient différence. de loin quand même. On vient de loin. Maintenant, parlez-nous un petit peu de ce PrEP.
Alors, la PrEP, en fait, c'est le PrEP, c'est prophylaxie pré-exposition. Donc, on prend le traitement, mais avant de s'exposer au risque, donc avant un rapport sexuel non protégé par le préservatif, par exemple, on prend ce traitement-là et le traitement fait en sorte que même si on chope le virus, il va pas adhérer à la cellule immunitaire et il va être Ce traitement, c'est détruit. continu, c'est tous les jours ou c'est en Il y a une deux prise modes. Il y a deux modes. C'est le mode continu, le mode discontinu. Et ça dépend de la fréquence et du rythme des rapports sexuels. Et Quand n'importe on est tout qui le temps dans les peut le rapports. prendre ou là, il est prescrit dans des cas bien particuliers. Alors aujourd'hui, l'OMS l'indique ou le préconise pour les personnes qui prennent souvent le risque, et notamment les populations liées, notamment les travailleurs et travailleuses de sexe, ou alors les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Mais je vous dis, par exemple, un client de travailleuse de sexe, lui aussi, il est exposé tout le temps au risque. Donc, on est en train de vulgariser ce traitement et peut-être que... il est disponible chez nous ? Il est disponible, oui, depuis 2017. C'est la LCS qui a lancé l'étude pilote, au départ, une expérience pilote qui a réussi. On a eu l'autorisation de continuer à le dispenser, l'autorisation du ministère de la Santé, pour continuer à le dispenser à la LCS. Aujourd'hui, il va être étendu aux autres associations thématiques, mais aussi aux centres de santé primaires. Très bien. C'est une très bonne nouvelle. Absolument. Et le prix ? Absolument. Moi, j'ai toujours demandé le prix pour les gens. C'est gratos. D'accord. C'est le ministère de la Santé. C'est important parce que top. toutes les questions. Non, mais elle a raison, elle a raison. Parce que moi, je trouve ça. Parce que je sais pas, pour moi, ça a toujours été par rapport au prix. Depuis, ça a toujours un il y a des frein, freins, voilà. Depuis, Une petite pause, le depuis temps file 2017, très, c'est très pris en rapidement, charge excusez-moi. par le ministère de la Santé en partenariat avec le Fonds mondial. Très bien. On va rester chez Safia, parce qu'elle a un sujet très curieux aujourd'hui. Elle va nous parler d'acheter des mètres carrés au paradis. Blasphème. Oui. Oui, je sais. C'est le dérapage contrôlé. Lapidé. Quand elle part en live, difficile de la contrôler. Dérapage contrôlé avec Safia. Mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, quelle joie de vous retrouver ici comme chaque vendredi. Gravez dans vos souvenirs non pas mes paroles impies, mais l'exemple que je viens donner au monde. Aujourd'hui, je ne me lancerai pas dans de longues palabres. Je vais vous parler en ce jour saint de la vérité. Oui, mes frères et mes sœurs, de l'unique vérité. Et à ça, je veux un amen. Amen. Il est venu à moi et il m'a demandé de vous faire passer ce message. Vous qui avez peur de la mort, de ce qui se passe dans l'au-delà, ne soyez plus effrayés. Dieu veut vous offrir des parcelles de terrain au paradis. Il veut que vous soyez à ses côtés. Moyennant $100 le mètre carré, vous pouvez me régler via Visa, Mastercard, PayPal, Google Pay ou encore Apple Pay. Je dérape, mais je me contrôle parce que je pourrais continuer des heures à faire mon prédicateur. Et c'est comme ça que j'ai imaginé ce pasteur au Mexique qui, dans son prêche, vend des lopins de terre au paradis après que Dieu lui aurait parlé. Le gars, au lieu de passer le panier de quête, il a donné une brochure et finalement ça marche mieux que les dons. Il a amassé des millions de dollars. Oh. Si vous nous écoutez, je vous invite à faire un tour sur notre chaîne YouTube pour voir ce dépliant, ça en vaut la peine. $100 le mètre carré. N'empêche, le prix est hyper attractif. À ce tarif-là, on n'a même pas une braca dans les grandes villes marocaines. À ça, pas de demande d'autorisation de construction. Les performances énergétiques de la maison sont au top. L'isolation est impeccable. Pas de voisinage bruyant ou d'assurance catastrophe naturelle en cas d'inondation ou de feu de forêt. C'est un super investissement pour le pasteur parce que pour lui, les places sont limitées. Le prix va donc augmenter. Et oui, même dans l'Éden, le système de l'offre et la demande, ça fonctionne. Après, j'ai un petit doute pour la contre-visite, la garantie de vis cachée et le maître d'œuvre céleste. Comment il fait pour être payé? Parce que pas sûr qu'on le capte le réseau au 7e ciel. Pour moi, les seules personnes qui peuvent acheter sur maquette, sans maquette, c'est celles qui investissent dans les crypto-monnaies ou les NFT, finalement, dans rien. Après, je ne sais pas qui blâmer dans cette histoire. Les fidèles qui sont à ce point crédules ou le pasteur pour profiter de ses ouailles.
Pour ceux qui ne connaissent pas le champ lexical liturgique, les ouailles pour Petit Robert, c'est juste les fidèles par rapport au pasteur ou curé. Après, ne me demandez pas la différence entre les deux, Google ça existe, vous êtes assez grand pour faire vos recherches. Et le pire, c'est que ce n'est pas la première fois. Au Zimbabwe, un pasteur demandait à ses paroissiens $500 pour un aller direct vers le paradis sans passer par la case du jugement dernier. Un prix exorbitant, sachant que le salaire moyen dans le pays est de $2 par jour. J'ai beaucoup ri quand j'ai découvert ces infos, mais après réflexion, j'ai trouvé ça très triste. En gros, aujourd'hui, tout s'achète. La beauté, avec 2-3 coups de bistouri, on se refait la face. La notoriété, avec de l'achat média ou de followers, on est reconnu par tous. L'amour, pas besoin de vous faire un dessin. Ou encore les carrières professionnelles. Bah oui, ça coûte $75 millions pour être à la tête du nouveau département américain de l'efficacité gouvernementale. Merci Elon Musk de nous chiffrer le prix de la réussite professionnelle. Moi qui pensais que la foi passait à travers, c'est raté. Je pensais naïvement que le paradis, ça se méritait, que ça ne s'achetait pas. Peut-être que je me trompe. Non, vous savez quoi ? Quels que soient les sermons, prêches, homélies, prônes, ce que vous voulez, vous ne m'enlèverez pas de la tête que la meilleure façon d'avoir une place à côté du créateur, c'est que les $100 qui vous brûlent les mains, c'est de les investir dans l'humain et pourquoi pas les donner à l'association de la lutte contre le sida. Excellente chute. Ouais. Excellente chute. Superbe chute. J'allais te est dans faire la une chute. petite requête, Voilà. mais tu m'as devancé. Voilà. Bravo. Tout est dans la chute. Elle a toujours Il une nous reste longueur 7 d'avance. petites minutes. Tout est dans la donc on chute. va courir chez toi, Rimel, pour savoir ce que tu as essayé pour nous cette semaine. Week-end en culture. Week-end en culture. Alors oui, je sais, les 2 derniers week-ends, on a carburé au Festival du film, mais promis, je n'ai pas fait que ça. J'ai réussi à m'échapper pour quelques événements culturels sympas et franchement, il y avait de quoi se régaler. Direction la Villa des Arts de Casablanca où la compagnie Casampro a assuré un spectacle d'improvisation théâtrale, bien sûr, totalement improvisé, basé sur les thèmes proposés par le public. Et c'est ça ce que j'adore avec l'impro, c'est qu'on est presque des co-scénaristes. Moment mémorable, oui, on a demandé à un comédien de rapper sur le mot improvisation et résultat, une masterclass rap décalé. Regardez plutôt un extrait. Depuis quelque temps, je fais quelque chose de spécial. C'est vraiment important pour moi, ça a une place spéciale. Ça s'appelle l'improvisation. Ça s'appelle l'improvisation. C'est quelque chose qui m'a aidé à grandir. Avant, j'étais un peu en train de mourir. Grâce à l'improvisation, j'ai trouvé une passion. Et du coup, après la fin du spectacle, je vais taper la discute avec un des comédiens, donc Younes Rehewi, et il m'annonce directement la bonne nouvelle, un festival d'improvisation théâtrale qui aura lieu ce week-end. Prenez note, ça se passe au complexe culturel d'en face ce soir et demain, on l'écoute. On a eu le droit au public, il te donne les thèmes, on doit suivre les thèmes du public ou les choix du public dépendamment de l'histoire. Et voilà, et juste après, on était à Strasbourg pour un match avec l'équipe française le 18 novembre. Mais le grand rendez-vous, ça va être le festival d'improvisation, l'Improfest, qui sera au complexe culturel d'Onfa le 13 décembre et le 14. Le 13, ça va être un match en fait, avec la Belgique, la France et le Maroc. Et le 14 décembre, ça va être 2 concepts inédits. Donc ça va être prometteur pour une soirée pleine d'émotions, de créativité. Sinon, côté programmation de ce week-end, préparez-vous à un moment légendaire. Keltoum, rien que ça. Enfin son hologramme, mais c'est tout comme la diva égyptienne revient à la vie virtuellement pour une performance incroyable ce soir au Megarama Marrakech et dimanche au Megarama de Casablanca. Pour les amateurs de classique, dernière chance pour le Requiem de Verdi, ce sera ce soir. L'orchestre et le chœur philharmonique du Maroc clôturent leur tournée à Casa au théâtre Mohamed VI. Et enfin, si vous préférez l'humour, foncez au studio des Arts Vivants. C'est Redouane Bourraba qui pose son micro pour 1 heure de stand-up. Petit conseil, évitez juste le premier rang. Après, à vos risques et périls, vous voilà prévenus. Donc, programme très chargé entre impro, hologramme, classique et humour, comme d'habitude, chez la Maïdar. Il nous reste 2 minutes. On va faire un petit ping-pong de questions pour rappeler certaines informations cruciales à tous ceux qui nous écoutent. Vous allez me répondre avec un oui ou un non. D'accord ? Très bien. Une personne séropositive qui prend son traitement est-elle forcément contagieuse ? Non. Une personne séropositive qui prend son traitement ne peut jamais se marier et ou avoir de relations sexuelles. Faux. Une femme séropositive qui prend son traitement va forcément contaminer son fœtus. Faux. Et enfin, les préservatifs sont efficaces à 100% pour prévenir le sida. Vrai. Très bien, sur ce, on vous dit à la semaine prochaine.